Profitant du calme, l'avertissement de ma grand-mère me glaça, viens plus tôt. Mes parents montaient une embuscade juridique pour ses biens. Mais j'arrivais prête à tout renverser, figeant instantanément le sourire confiant de ma mère. Le téléphone n'a pas sonné, il a hurlé dans le silence de mon appartement. Je m'appelle Vivian Harper et pendant 3 ans, le silence a été mon seul bouclier. Mais quand ma grand-mère a appelé, ce bouclier s'est fissuré. Elle a murmuré un avertissement qui m'a glacé le sang, viens plus tôt. Je ne roulais pas vers des retrouvailles, je roulais vers une embuscade juridique tendue par des parents qui nous considéraient comme des actifs, pas comme des personnes. Ils voulaient sa fortune et ma soumission, et ils avaient les documents pour tout prendre. J'avais une seule chance de les arrêter, mais cela signifiait retourner dans le feu que j'avais passé une décennie à fuir. Je n'ai pas répondu au téléphone la première fois qu'il a sonné. C'était une règle que j'avais établie il y a 3 ans, une partie de l'architecture invisible qui maintenait ma vie debout. Si l'identifiant de l'appelant indiquait l'indicatif régional de ma ville natale, je le laissais aller en messagerie vocale. J'avais besoin d'un tampon, j'avais besoin des 30 secondes d'audio transcrit pour me préparer, pour enfiler l'armure que j'avais passé toute ma vingtaine à forger. Dans mon appartement, tout était calme. Les surfaces étaient propres, les factures étaient payées automatiquement, et le silence était lourd et coûteux. J'avais acheté ce silence avec 2 emplois et une ablation chirurgicale délibérée des personnes qui partageaient mon ADN. J'étais indépendante, stable et d'un ennuyeux fiabilité pour le monde. J'étais Vivian Harper, la chef de projet qui tenait toujours ses délais. Pour ma famille, j'étais quelque chose de tout à fait différent, une variable chaotique qu'ils ne contrôlaient pas tout à fait, un désastre qu'ils aimaient décrire mais détestaient gérer. Le téléphone a sonné à nouveau, immédiatement. Cela a brisé le schéma. Ma mère ne double-appelait pas, elle envoyait des paragraphes de culpabilité par SMS. Ma sœur, l'enfant modèle, n'appelait pas du tout, sauf si elle avait besoin d'une audience. J'ai regardé l'écran. C'était mamie. J'ai décroché à la 3e sonnerie. Bonjour Vivian. Sa voix était fine, comme du papier tenu devant une ampoule, mais le tremblement que j'entendais habituellement n'était pas là. Il n'y avait pas de préambule sur la météo ou mon travail. Viens plus tôt, avant qu'il n'arrive. Mon estomac s'est resserré, un sursaut réflexe que je n'avais pas réussi à éliminer. Est-ce que tout va bien? Est-ce que maman est juste venue plus tôt? Elle m'a interrompu, son ton baissant d'un registre. Ce n'était pas une requête, c'était une directive. Cela portait une fréquence de danger qu'elle n'avait pas besoin d'articuler avec des mots. S'il vous plaît. La ligne est morte avant que je puisse demander pourquoi. J'ai regardé le téléphone. Le silence de mon appartement, soudain, donnait moins l'impression d'un sanctuaire que d'une salle d'attente. Je savais ce que la soirée était censée être, juste un dîner, une reconnexion familiale. Ma mère l'avait appelé cela dans son email, l'équivalent numérique d'un piège à ours couvert de feuilles. J'avais accepté d'y aller car maintenir un contact minimal signifiait me présenter occasionnellement pour prouver que j'étais vivante et fonctionnelle. C'était la taxe que je payais pour éviter qu'il n'envoie la police pour des contrôles de bien-être ou qu'il ne se présente à mon bureau pour me sauver. J'avais appris à être poli, car la politesse était le seul bouclier qui fonctionnait. La colère ne leur donnait que du carburant, les larmes leur donnaient la victoire, mais le détachement poli me rendait ennuyeuse, me rendait sûre. J'ai attrapé mes clés et mon manteau, vérifiant mon reflet dans le miroir près de la porte. J'avais l'air normal, calme. C'était le plus important. Je ne pouvais pas ressembler à l'enfant à problème qu'ils attendaient que je sois. Le trajet jusqu'à la maison de ma grand-mère a duré 45 minutes, juste assez de temps pour que la peur familière s'installe sur le siège passager. Le récit que ma famille avait construit était un chef-d'œuvre de fiction. Dans leur version de l'histoire, mes parents étaient des saints endurants qui avaient fait de leur mieux avec une fille volatile, tandis que ma sœur, Alice, était la perfection qu'ils méritaient. Élise était l'enfant modèle, un rôle qu'elle jouait avec une confiance terrifiante. Elle était cassante et brillante, reflétant toute lumière que mes parents lui jetaient. J'étais l'ombre. Si un vase tombait, c'était moi qui avais été maladroite. Si Élise échouait à un examen, c'était moi qui l'avais distraite. En vieillissant, la maltraitance est passée de pincements physiques à des réécritures psychologiques. Il me gaslightait avec une efficacité décontractée qui me faisait douter de mes propres souvenirs. Ça n'est jamais arrivé, Vivian, tu es dramatique à nouveau. Tu te souviens toujours mal des choses. Pendant des années,
je les ai crus. Je pensais que j'étais brisé. Il a fallu que je déménage à 2 heures de là et que je paie une thérapeute une part significative de mon salaire pour réaliser que le problème, ce n'était pas moi. J'étais simplement le conteneur désigné pour leur dysfonctionnement. Et puis, il y avait mamie. J'ai rejoint l'autoroute, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J'aimais ma grand-mère. Elle était la seule personne dans cette maison qui m'ait jamais regardé et vu comme une personne, pas comme un accessoire. Mais notre relation était compliquée, tachée par ce qu'elle n'avait pas fait. Elle avait été là pendant le pire. Elle s'était assise dans le coin du salon, tricotant, pendant que mon père me hurlait dessus pendant des heures pour une télécommande égarée. Elle avait vu ma mère démanteler systématiquement mon estime de soi à table, m'arrachant ma confiance couche après couche, et elle n'avait rien dit. Elle m'avait offert des biscuits après, murmuré des excuses dans le couloir, mais elle ne s'était jamais levée pour leur dire d'arrêter. C'était mon alliée, mais une alliée silencieuse, une témoin qui refusait de témoigner. Alors pourquoi m'appeler maintenant? Pourquoi l'urgence? Je connaissais le paysage du champ de bataille dans lequel je me dirigeais. Je savais exactement ce que mes parents voulaient. Ce n'était pas l'amour, et certainement pas la reconnexion. C'était le contrôle. Plus précisément, la curatelle. Ils semaient les graines depuis des mois, laissant entendre dans des emails et des appels téléphoniques de groupe que les facultés de mamie déclinaient. Il parlait de son oubli de payer une facture ou de ses lunettes égarées, présentant le vieillissement normal comme une incompétence catastrophique. Mon père avait commencé à utiliser des phrases comme « protéger le patrimoine » et « tutelle légale ». Il voulait le contrôle de son argent et de sa propriété, le substantiel pécule que mon grand-père avait laissé. Mais pour obtenir une curatelle, ils avaient besoin d'un récit. Ils avaient besoin qu'un juge croie que mamie était inapte, plus important encore, qu'ils avaient besoin que la famille soit unie dans cette évaluation. Ils avaient besoin que je sois d'accord, ou si je ne l'étais pas, qu'ils me dépeignent comme instable, afin que mes objections soient rejetées. C'était le piège. Si je me battais ouvertement contre eux, j'avais l'air hystérique, la fille folle et émotionnelle qui faisait du drama à nouveau. Si j'acceptais, je signais l'autonomie de mamie. Je ne retournais pas là-bas pour me venger, je n'avais pas l'énergie pour la vengeance. Je voulais juste survivre à la soirée sans rien signer, sans les laisser me reprendre leurs griffes. Je voulais vérifier mamie, m'assurer qu'elle allait vraiment bien, puis me retirer dans mon silence coûteux et tranquille. Ce qui était en jeu pour moi, ce n'était pas leur argent, c'était ma liberté. Je voulais arrêter d'être un personnage dans leur histoire, je voulais être complètement retiré du script. L'autoroute s'est transformée en route secondaire sinueuse de ma ville natale. Les arbres étaient nus, des doigts squelettiques grattant le ciel gris. Je répétais mes répliques, oui, le travail va bien. Non, je ne vois personne de spécial. Le trafic était correct, neutre, fade, comme du téflon. Je ne réagirais pas quand ma mère critiquerait mon poids. Je ne tressaillirais pas quand mon père ferait des blagues sur mon petit travail. Je ne mordrais pas à l'hameçon quand Élise sourirait et offrirait de la pitié déguisée en conseil. Viens plus tôt, avait-elle dit. Mamie connaissait le jeu. Elle l'avait vu se jouer sur moi pendant 20 ans. Si elle m'appelait avant que les joueurs ne prennent le terrain, cela signifiait que les enjeux étaient plus élevés que d'habitude. Cela signifiait qu'elle savait qu'il venait pour elle cette fois, pas seulement pour moi. Cette pensée fit jaillir une pointe d'adrénaline glacée dans ma poitrine. Ils allaient essayer de nous enterrer toutes les deux ce soir, elle sous des papiers légaux et moi sous une montagne d'assassinats de personnages. J'ai approché du portail de la longue allée. La maison se dressait au bout de l'asphalte, une magnifique et vaste demeure coloniale qui avait l'air parfaite de l'extérieur. C'était la devise de la famille, les apparences, c'était tout. J'ai pris une profonde inspiration, vérifié mon reflet une dernière fois et mis la voiture en marche. Je n'étais plus la petite fille effrayée qu'il se souvenait. J'étais indépendante. J'étais en sécurité. Et j'étais en avance. La cuisine était plongée dans la lourde lumière gris ardoise d'un après-midi d'hiver. Il y avait un silence, le genre de silence qui donne l'impression d'une pression, comme l'air avant un orage. Mamie était assise à la petite table du petit déjeuner, ses mains jointes autour d'une tasse de thé qui avait cessé de dégager de la vapeur depuis longtemps. Elle ne tremblait pas, elle ne regardait pas de vieux albums photos ou ne fixait pas vaguement la fenêtre. Elle lisait un dossier en manille avec l'intensité d'un comptable légiste. Quand la porte arrière a claqué derrière moi,
elle a fermé le dossier et a posé une main lourde et délibérée dessus. Elle m'a regardé, ses yeux clairs et vifs, dépouillant la fragilité que j'avais entendue au téléphone. « Tu es là ?» a-t-elle dit. « Bien. » J'ai gardé mon manteau, debout près de la porte comme si j'étais prête à fuir. « Tu avais l'air effrayé au téléphone. »« Qu'est-ce que c'est, mamie ?»« Je n'ai pas peur, je suis préparée, » a-t-elle dit, sa voix baissant en un murmure conspirateur. « Mais ce soir, j'ai besoin d'avoir peur. J'ai besoin d'être confuse, et j'ai besoin que tu les regardes faire ça. » Elle m'a fait signe de m'asseoir. Je me suis déplacé lentement, tirant la chaise en face d'elle. « Faire quoi? Qu'est-ce que tu prépares? » Ils veulent la maison, Vivian. Ils veulent les comptes. Ton père a parlé à un avocat à propos d'une curatelle. Il pense que je perds la tête, a-t-elle tapoté le dossier. Ce soir, je vais les laisser croire qu'ils ont raison. Je vais jouer le rôle. Je vais oublier des noms, je vais m'excuser pour des choses que je n'ai pas faites, je serai le fardeau qu'ils disent que je suis. Pourquoi, ai-je demandé, la frustration montant. Pourquoi leur donner ce qu'ils veulent? Parce que j'ai besoin qu'ils le disent à voix haute, a-t-elle répondu d'un ton lugubre. J'ai besoin qu'ils montrent leur jeu devant des témoins. J'ai besoin qu'ils soient assez à l'aise pour arrêter de prétendre que c'est de l'amour. C'était un piège, une performance froide et calculée. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu une détermination que je reconnaissais. C'était la même détermination qui lui avait permis de survivre en vivant dans la même orbite que mes parents pendant des décennies. Mais cette réalisation a apporté un goût amer à ma bouche. Tu vois tout, ai-je dit, ma voix tendue. Tu as toujours tout vu. Elle a eu un mouvement de recul. La vivacité dans ses yeux s'est adoucie en quelque chose de douloureux. Je sais ce que tu penses. Tu penses que si je suis aussi vive et aussi consciente, alors j'ai dû voir ce qu'ils t'ont fait toutes ces années. Elle a pris une inspiration, et pour la première fois, elle semblait avoir son âge. Je l'ai vu. J'ai vu comment ils t'ont démonté. J'ai vu Élise les imiter. J'ai vu toi te recroqueviller. Et tu as tricoté. Je n'ai rien dit, a-t-elle dit. Ce n'était pas une accusation, c'était une déclaration de fait. J'étais une lâche. Elle n'a pas détourné le regard. Elle n'a pas essayé d'adoucir le mot. Je me disais que ce n'était pas ma place. Je me disais que s'ils intervenaient, ils me couperaient de toi pour toujours. Mais la vérité, c'est que j'avais peur du bruit. J'ai échangé ta sécurité contre ma paix. Je me suis assise là, le silence s'étirant entre nous. J'ai voulu tendre la main sur la table et prendre la sienne. J'ai voulu dire que c'était acceptable, mais ce ne l'était pas. Les cicatrices sur ma psyché étaient réelles, et son silence avait contribué à les creuser. Je ne pouvais pas simplement effacer cela parce qu'elle avait un plan pour ce soir. Je ne peux pas réparer le passé, a-t-elle dit doucement. Mais je peux les empêcher de voler l'avenir. Es-tu avec moi? J'ai regardé le dossier, puis elle. Je ne fais pas ça pour toi, ai-je dit, fixant ma propre limite. Je fais ça pour ne jamais avoir à avoir cette conversation avec eux à nouveau. Juste, a-t-elle hoché la tête. Le bruit de pneus crissant sur le gravier à l'extérieur a brisé le moment. La performance a commencé instantanément. Mamie s'est affaissée sur sa chaise, sa posture se collapsing vers l'intérieur. Elle a poussé le dossier dans un tiroir et a ajusté son gilet, ses mains développant soudain un tremblement convaincant. « Showtime » a-t-elle murmuré. Quand mes parents et Élise ont fait irruption dans la cuisine, ils ont apporté un mur de chaleur artificielle avec eux. Ma mère portait un manteau en cachemire qui coûtait plus cher que ma première voiture et elle parlait déjà avant même d'être entièrement entrée. « Maman, oh, il gèle dehors. Pourquoi le chauffage est si bas ?» Elle s'est affairée, donnant une pichenette à mamie sur la joue avec l'affection d'une infirmière vérifiant un dossier. « Et Vivian, tu es arrivée. »« Salut maman, ai-je dit, restant près du comptoir. » Mon père a suivi, secouant le froid de ses épaules. Il m'a donné un signe de tête qui était plus une évaluation qu'une salutation. « La voiture fonctionne bien ?» Elle semblait un peu mal en point quand tu es arrivé. « Ça va, papa ?» ai-je répondu. Élise est arrivée en dernier, portant une bouteille de vin. « Vive, j'adore tes cheveux. C'est si courageux. Je ne pourrais jamais porter une coupe aussi courte sans avoir l'air sévère, mais toi, tu y arrives. »
Merci, Élise, ai-je dit, gardant mon visage impassible. Ils se sont déplacés dans la cuisine comme s'ils la possédaient. Ma mère a commencé à ouvrir des placards, clignant de la langue devant l'organisation. Mon père s'est assis en bout de table, sans demander la permission à mamie. Il traitait l'espace comme s'il leur appartenait déjà, et mamie comme si elle était un meuble qui avait besoin d'être dépoussiéré. Nous étions tellement inquiets pour toi, maman, a dit ma mère, se versant de l'eau. Élise a dit qu'elle t'a appelé mardi et que tu avais l'air très désorienté. Mamie a baissé les yeux sur ses mains. L'ai-je fait ? Je ne me souviens pas avoir parlé mardi. Tu vois. Élise a lancé un regard à mes parents. Je te l'avais dit. Elle pense que nous sommes dimanche. Je suis désolé, a murmuré mamie, se recroquevillant davantage. Je mélange les jours parfois. Ce ne sont pas juste les jours, maman, a dit mon père, se penchant en avant, sa voix dégoulinant d'une préoccupation lourde et suffocante. Ce sont les factures. C'est le four. Nous sommes inquiets pour ta sécurité, tu le sais, n'est-ce pas? Nous voulons juste que tu sois en sécurité. Ils ont guidé la conversation avec une précision experte pendant l'heure suivante, alors que nous passions à la salle à manger et mangions le rôti que mamie était censée avoir eu du mal à faire, bien que je savais qu'elle l'avait préparé parfaitement des heures plus tôt. Ils ont posé les bases. Chaque fois que mamie hésitait, ils échangeaient des regards. Chaque fois qu'elle oubliait un détail, ils soupiraient. Puis, les documents sont apparus. Ce n'était pas subtil. Mon père s'est éclairci la gorge et a placé une épaisse enveloppe sur la table, écartant la salade intacte. Maman, nous devons parler de l'avenir. Nous avons consulté certains spécialistes et nous pensons qu'il est temps de te faciliter les choses, moins de paperasse, moins de stress. Il a fait glisser le paquet vers elle. C'est une tutelle temporaire. Cela nous donne juste le pouvoir de gérer les gros travaux, les comptes bancaires, les taxes foncières. Tu n'aurais pas à t'en soucier. Mamie a fixé les papiers, sa lèvre tremblante. Je ne sais pas. J'ai toujours géré tout ça très bien. Mais tu ne gères pas, maman, a dit ma mère doucement. Regarde cet endroit. Regarde-toi. Tu es confuse. Tu es fatiguée. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux durs. Vivian, tu vois ça, n'est-ce pas? Tu ne peux pas me dire que tu penses qu'elle est capable de gérer une succession de cette taille, pas dans son état. Le projecteur s'est tourné vers moi. C'était le point de pivot. Ils avaient besoin que je valide leur récit. Elle semble fatiguée, ai-je dit prudemment, en m'en tenant à la vérité sans leur donner le mensonge qu'ils voulaient. Fatiguée n'est pas le mot, a ajouté Élise. Elle se dégrade, vive. Tu n'es pas assez là pour le voir. Tu ne vois pas les appels manqués, tu ne vois pas le désordre. Je suis là maintenant, ai-je dit. Et tu es émotive. Mon père m'a interrompu, sa voix se durcissant. Nous devons être pratiques, Vivian. Je sais que tu as tes problèmes avec nous, mais ça ne te concerne pas. Ne fais pas de ça une affaire de tes sentiments. Nous essayons de protéger les actifs de la famille avant que quelque chose ne se produise. Les protéger de qui, ai-je demandé. Des escrocs, des mauvaises décisions, a dit ma mère. Puis elle a lâché le marteau. Des gens qui pourraient profiter de sa générosité. Nous savons que tu as eu des difficultés avec l'argent, Vivian. Nous savons que tu loues encore. L'accusation est restée en suspens. Il me peignait comme une prédatrice pour justifier de m'exclure. Elle veut ton argent, maman, c'était le sous-texte. Mamie a poussé un petit sanglot brisé. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolé d'avoir fait tant d'erreurs avec la maison, avec Vivian. La confession a agi comme une clé ouvrant une porte. Mes parents se sont visiblement détendus. Elle avait admis sa faute, elle avait admis son incompétence. C'est d'accord, maman, a dit mon père d'un ton apaisant, bien que ses yeux pétillaient de victoire. Nous pouvons réparer les erreurs. Mais tu dois signer. Nous pouvons vendre la maison, le marché est haut en ce moment, et te déplacer dans cet agréable centre de vie assisté en ville, celui avec le jardin. Vendre la maison, a demandé mamie, sa voix tremblante. C'est trop pour toi, a dit ma mère, et maintenant la cupidité suintait, tachant la nappe. Nous pouvons liquider le portefeuille,
le placer dans un fonds fiduciaire géré où il sera en sécurité. Nous gérerons les décaissements, tu n'auras rien à faire. Il ne parlait plus de soins, il parlait de liquidation. Il ressemblait à des promoteurs discutant d'une démolition. Et Vivian, a dit mon père. Vivian doit se concentrer sur sa propre vie. Elle n'est pas équipée pour cette responsabilité. Elle est trop instable, a dit mon père de manière dismissive. J'ai senti la colère monter, chaude et brillante. Mais j'ai retenu le plan. J'ai retenu l'objectif, la liberté. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas crié que j'avais un plan d'épargne retraite et une cote de crédit parfaite. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, j'ai pris mon verre d'eau et j'ai pris une gorgée. Donc, si elle signe ça, ai-je dit, gardant ma voix égale, vous obtenez le contrôle total, une procuration, l'accès au coffre-fort, tout. C'est la procédure standard, a dit mon père, sans me regarder. Il regardait le stylo qu'il tendait à mamie. Et la maison sera mise en vente immédiatement. Idéalement, oui, a ajouté ma mère. Avant que l'hiver ne s'installe vraiment. Le maintien est en train de la noyer. Et l'argent ira sur un compte que tu contrôles, pour la protéger, a ajouté Élise, me souriant comme si j'étais lente. Pour la protéger, ai-je répété. Il l'avait dit. Ils avaient exposé le calendrier, l'intention et l'exclusion de tous sauf d'eux-mêmes. Ils avaient confirmé à voix haute que le but était de dépouiller mamie de ses biens et de la mettre en entrepôt dans un établissement qu'elle ne voulait pas. Mon père a tapoté le papier. Signe juste là, maman. Laisse-nous prendre soin de toi. J'ai regardé mamie. Le tremblement dans ses mains s'est arrêté. Le regard confus et humide dans ses yeux s'est évaporé, remplacé par une clarté froide et dure. Elle s'est redressée, sa colonne vertébrale raide, son menton levé. Le tremblement dans ses mains avait disparu. Le brouillard dans ses yeux avait disparu, remplacé par un regard si vif qu'il pouvait couper le verre. Le piège était tendu. Le silence qui a suivi la demande de mon père était absolu. Ce n'était pas le silence paisible d'une maison vide, c'était le vide avant une explosion. Le paquet de papier était au centre de la table comme une arme chargée. La main de mon père était toujours posée dessus, ses jointures blanches, mais ses yeux étaient fixés sur moi. Il ne demandait pas ma permission, il exigeait ma soumission. C'était le test final. Si je signais ou même si j'acceptais verbalement, je devenais complice, je devenais l'une d'entre eux. Si je refusais, j'étais l'ennemi. Vivian, a dit mon père, sa voix tombant dans ce registre bas et grondant qu'il utilisait pour me terrifier quand j'avais 10 ans. Il a fait glisser les papiers sur la surface à cajou jusqu'à ce qu'ils touchent le bord de mon set de table. Nous avons besoin d'un front uni ici. Si nous allons voir le juger que tu joues le rôle de la fille rebelle, tu ne fais que nuire à ta grand-mère. Tu la fais mal paraître, tu nous fais paraître comme un gâchis. Je ne suis pas celle qui nous fait paraître comme un gâchis, ai-je dit, ma voix stable, bien que mon cœur battait contre mes côtes. Ne commence pas, a sifflé ma mère, son masque de préoccupation glissant pour révéler l'irritation en dessous. N'ose pas faire de ça une affaire personnelle. Nous essayons de sauver cette famille de la ruine. Regarde-la, Vivian. Elle ne sait même pas quelle année c'est. Veux-tu que des étrangers gèrent son argent? Veux-tu que l'État soit impliqué? Signe le papier attestant de son incapacité. C'est une formalité. Élise s'est penchée, ses yeux écarquillés et suppliants. Vive, s'il te plaît, sois juste un joueur d'équipe pour une fois. Arrête d'être si difficile. J'ai regardé le papier. C'était une déclaration de témoin, pré-tapée, indiquant que j'avais observé un déclin cognitif significatif chez ma grand-mère. C'était un mensonge juridiquement contraignant. J'ai posé ma main à plat sur la table, loin du papier. Non. Mon père a cligné des yeux. Pardon? Je ne signe rien, ai-je dit, assez fort pour couper la tension. Et je ne suis pas d'accord pour dire qu'elle ne peut pas penser. Elle n'est pas confuse, papa. Elle n'est pas sénile. Et je ne vais pas vous aider à voler sa vie. Petite ingrate, a commencé mon père, se levant à moitié de sa chaise. Ça suffit, la voix n'était pas celle de la femme fragile et confuse qui s'excusait pour le rôti il y a 10 minutes. Elle a traversé l'air comme un fouet. Mamie ne se recroquevillait plus. Elle était assise droite, le dos raide, le menton levé. Le tremblement dans ses mains avait disparu.
La brume dans ses yeux avait disparu, remplacée par un regard si vif qu'il pouvait couper le verre. Ma mère s'est figée. Maman, ai-je dit. Maman, a répété mamie, sa diction nette et glacée. Ça suffit. Asseyez-vous, David. Mon père a fait une pause à mi-chemin de sa chaise, regardant entre moi et mamie avec une confusion sincère. Maman, tu es contrariée. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je sais exactement ce que je dis, a dit mamie. Elle n'a pas crié, elle n'en avait pas besoin. Je ne suis pas confuse. Je n'oublie pas de choses, et je ne vais certainement pas signer mon autonomie à un fils qui me regarde et me voit comme un compte bancaire ambulant. Nous essayons de t'aider, a crié ma mère, serrant ses perles dans un geste si cliché qu'il en était presque drôle. Nous t'aimons. Vous aimez mes biens, a corrigé mamie. Et vous avez été très négligent. Elle a atteint la poche de son gilet, le même gilet qu'elle avait utilisé pour avoir l'air inoffensif, et a sorti une paire de lunettes de lecture. Elle les a mises délibérément, puis a tendu la main sous la table et a sorti le dossier en manille qu'elle m'avait montré plus tôt. Elle l'a frappé sur la table, juste au-dessus du dossier juridique de mon père. Tu voulais parler de paperasse, a dit mamie. Parlons de paperasse. Tu as apporté une demande de tutelle temporaire. J'ai apporté une révocation de pouvoir. Quoi? Le visage de mon père est devenu pâle. J'ai rencontré Maître Henderson ce matin, a dit mamie calmement. Nous avons déposé la révocation auprès du greffe du comté immédiatement après. Quel que soit le pouvoir que tu pensais avoir, David, il a disparu. Il a été résilié pour faute. Maître Henderson a bafouillé mon père. Ton vieil avocat. Maman, il ne t'aurait pas dû te laisser faire ça. Tu n'es pas compétente. En fait, a interrompu mamie, feuilletant le dossier ouvert. J'ai subi une évaluation cognitive complète avec le docteur Herry la semaine dernière, et une autre ce matin, juste pour être sûr. Les deux rapports sont ici. Ils indiquent très clairement que je suis saine d'esprit, pleinement capable de gérer mes propres affaires et parfaitement consciente de mon environnement. Elle a regardé Élise. Je sais aussi que nous sommes mardi, Élise, pas dimanche. Élise a reculé sur sa chaise. Je dois avoir fait une erreur. Tu mentais, a dit mamie, tout comme tu mentais quand tu disais avoir besoin d'argent pour des réparations de voiture le mois dernier, mais le relevé de carte de crédit montre une charge dans une station balnéaire à Cabo. La pièce est devenue complètement silencieuse. C'est ça, a poursuivi mamie, feuilletant les pages de son dossier. Je n'ai pas perdu mes lunettes. Je lisais mes relevés bancaires. Vous vous êtes tous les deux tellement mis à l'aise que vous pensiez que la vieille femme dormait au volant. Elle a regardé mon père. David, tu as tenté de transférer 5 000 € du compte de maintenance conjoint hier. La banque l'a bloqué parce que je leur ai demandé d'exiger une double vérification à partir de ce matin. Tu pensais que je ne le remarquerais pas? Je le déplaçais pour des raisons fiscales, a bégayé mon père, la sueur perlant sur son front. Tu le déplaçais sur ton compte courant personnel, a dit mamie, lisant depuis une impression. Tout comme les 3 retraits en octobre et les frais de consultation que tu t'es payés sur les revenus de la propriété locative en septembre. Elle ne prononçait pas de discours sur la trahison, elle lisait le grand livre de leur cupidité. C'était un massacre de faits. C'est ridicule, a dit ma mère, se levant d'un bond. Elle est paranoïaque. Vivian l'a empoisonnée contre nous. Cela prouve qu'elle est instable. Cela prouve qu'elle tient mieux ses comptes que toi, ai-je dit calmement. Mamie a ignoré ma mère et s'est tournée vers la dernière page de son dossier. En raison de ces tentatives non autorisées d'accéder à mes fonds et du conflit d'intérêts évident, j'ai mis à jour mon plan successoral. La fiducie a été restructurée cet après-midi. Elle m'a regardé, son expression s'adoucissant pendant une fraction de seconde avant de se durcir à nouveau alors qu'elle s'adressait à la table. Vivian est maintenant la fiduciaire principale. Si je deviens inapte, elle contrôle les actifs. Pas toi, David. Pas toi, Élise. Tu ne peux pas faire ça. A crié Élise. Tu ne peux pas nous couper comme ça. C'est de la coercition. Vivian t'a fait faire ça. Vivian n'était pas au courant avant il y a 10 minutes, a dit mamie. Mais quelqu'un d'autre l'était. Elle a tourné la tête légèrement vers la porte fermée de l'étude, qui jouxtait la salle à manger. Maître Henderson, vous pouvez sortir maintenant.
La porte s'est ouverte. Mes parents se sont retournés comme s'ils avaient été abattus. Maître Henderson, un homme dans la soixantaine avec un costume qui coûtait plus cher que toute ma garde-robe, est entré dans la salle à manger. Il tenait un tampon de notaire dans une main et un épais classeur dans l'autre. Il n'avait pas l'air en colère, il avait l'air ennuyé, comme un homme qui avait vu exactement cette scène se dérouler 1000 fois. « Bonsoir, David, Martha, Élise » a dit Maître Henderson, hochant la tête à chacun d'eux. « J'ai été présent depuis votre arrivée, témoignant des procédures pour m'assurer qu'il n'y avait aucune influence indue sur ma cliente. Je peux confirmer que Madame Harper est lucide, articulée et agit de sa propre volonté. J'ai également notarié sa signature sur les documents finaux qu'elle a signés juste avant le dîner. » Il a posé le classeur sur la table. Il a atterri avec un bruit sourd et définitif. « Cela met fin au... » a-t-elle dit. « Oh, elle dit ici même » a dit Maître Henderson. « Si vous essayez de contester cela devant un tribunal, mon témoignage et l'enregistrement de ce dîner seront présentés comme preuve. »« L'enregistrement » a murmuré ma mère, regardant le buffet où un petit voyant clignotant sur un enregistreur numérique était dissimulé par un vase de fleurs. La famille s'est fissurée. Ce ne fut pas une fracture lente, ce fut un fracas. Ma mère a éclaté en sanglots, un gémissement laid. « Comment as-tu pu ? Nous sommes ta famille. Nous avons tout fait pour toi. »« Mamie, je ne voulais pas dire ça » a commencé Élise à marchander, sa voix haute et frénétique. « Papa m'a dit de dire ces choses. Je ne voulais pas signer quoi que ce soit. Je t'aime, s'il te plaît, ne me retire pas du testament. » Mon père s'est levé, son visage violet de rage. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. « Tu as fait ça. Tu l'as empoisonné. Tu crois que tu as gagné ? Tu crois que tu peux juste voler mon héritage ? Ce n'est pas ton héritage, David, a dit mamie, sa voix coupant le bruit comme une lame. C'est mon argent. Et je ne suis pas encore morte. Elle s'est levée. Elle semblait grande, elle semblait puissante. Je pense qu'il est temps pour vous de partir. Maman, partez. Elle ne l'a pas crié, elle l'a dit avec l'autorité absolue d'une femme debout dans une maison qu'elle possédait, protégée par des lois qu'elle comprenait. Prenez vos papiers, votre fausse préoccupation, et sortez de ma maison. Mon père a regardé Maître Henderson, qui s'est simplement croisé les bras et a attendu. Il a regardé l'enregistreur. Il m'a regardé, assis calmement et intact à table. Il a finalement réalisé qu'il n'y avait plus aucun angle à jouer. Le récit s'était effondré. Il a attrapé son paquet de papiers légaux sur la table, les froissant dans son poing. Très bien. Tu veux être seul, très bien. Pourri dans cette maison. Ne nous appelle pas quand tu tomberas dans les escaliers. Je ne le ferai pas, a dit mamie. Ma mère et Élise se précipitaient déjà vers leur manteau. La façade de la famille heureuse s'est dissoute en une retraite paniquée. Elles n'ont pas regardé en arrière. Elles ont fui la scène de leur coup manqué. La porte d'entrée a claqué avec une finalité qui a fait trembler les fenêtres. Le silence s'est précipité à nouveau, mais cette fois, il n'était pas lourd, il était pur. La vibration de la porte d'entrée semblait persister dans l'air bien après que le loquet se soit refermé. Dans la salle à manger, le silence qui a suivi n'était pas vide, il était lourd de l'épave de ce qui venait de se passer. L'adrénaline qui m'avait soutenu pendant la confrontation s'édraine d'un coup, laissant mes mains tremblantes. J'ai regardé mon assiette. Le rôti de bœuf s'était figé dans sa sauce. Les légumes étaient froids et intacts. Cela ressemblait à un banquet pour fantômes. Maître Henderson s'est éclairci la gorge, le son étonnamment fort dans la pièce silencieuse. Il a fermé son stylo et a glissé l'enregistreur numérique dans sa mallette. Il n'a pas offert de platitude sur le fait que la famille est difficile. Il a simplement hoché la tête à ma grand-mère, un professionnel reconnaissant un travail terminé. Je déposerai les copies finales au greffe demain matin. Martha, vous avez mon numéro de téléphone si quoi que ce soit dégénère ce soir. Il est sorti, ses pas s'estompant dans le couloir, nous laissant seuls dans les débris du dîner. Je ne me sentais pas triomphante. Il n'y a pas eu d'élan de victoire, pas de musique cinématographique grandiloquente. Je me suis juste senti immensément, écrasé par la fatigue. J'ai regardé mamie. L'impérieuse matriarche qui venait d'expulser son fils avait disparu. À sa place se trouvait une vieille femme qui semblait plus petite qu'elle ne l'avait été une heure auparavant.
Elle a enlevé ses lunettes et les a posées sur la table à côté du dossier en manille. Sa main tremblait légèrement, pas une performance cette fois, mais les contre-coups de l'adrénaline. « Eh bien » a-t-elle dit doucement. « C'est fait. »« Oui » ai-je dit, ma voix rauque. « C'est fait. » Elle m'a regardé à travers la table, ses yeux scrutant mon visage. Je me suis promis de ne pas pleurer tant qu'ils ne seraient pas partis. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Elle a pris une profonde respiration tremblante. « Vivian, viens ici, s'il te plaît. » Je me suis approché d'elle. Je m'attendais à un câlin ou à un merci. Au lieu de cela, elle m'a pris les mains. Sa peau était fine comme du papier et froide. « Je dois dire ça tant que l'air est encore clair » a-t-elle dit. « Je suis désolé. Et je ne veux pas dire que je suis désolé que ça en soit arrivé là. Je ne suis pas désolé de ce que j'ai fait ce soir. Je suis désolé pour chaque fois où j'ai regardé qu'il te faisait du mal et que je n'ai rien dit. Je suis désolé de t'avoir laissé être le sacrifice pour que je puisse avoir un dîner tranquille le dimanche. Ce n'étaient pas les excuses auxquelles j'étais habitué, le genre qui déplace la responsabilité ou demande le pardon en retour. C'était une confession, c'était un aveu brut d'échec. Tu étais un enfant, a-t-elle continué, sa voix stable mais humide. Et j'étais l'adulte. Je t'ai failli. Je sais que je ne peux pas réparer ça avec un fonds fiduciaire ou une procuration. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de croire que je le vois maintenant. J'ai serré ses mains. La colère que j'avais portée pendant des années n'a pas disparu, mais son tranchant s'est émoussé. Je te crois, ai-je dit. Et nous allons bien. Mais nous avons du travail à faire. Nous n'avons pas sorti le vin. Nous ne nous sommes pas assis à refaire le monde en disséquant les nuances émotionnelles de la soirée. Nous nous sommes mis au travail. Le renversement net ne concernait pas seulement la confrontation, il s'agissait de l'infrastructure de la sécurité. Si nous ne fermions pas les portes maintenant, ils trouveraient un moyen de revenir. Ordinateur portable, ai-je dit. Et ton téléphone. Nous nous sommes déplacés à la table de la cuisine pour les 3 heures suivantes. Nous avons effectué un exorcisme numérique. J'ai accédé à ses comptes bancaires et je l'ai aidé à changer tous ses mots de passe. Nous avons mis en place une authentification à 2 facteurs, routant les codes vers mon téléphone, pas le sien, afin qu'Élise ne puisse pas parler pour passer un contrôle de sécurité. Nous avons appelé les bureaux de crédit et initié un gel de son numéro de sécurité sociale. Nous avons appelé l'entreprise d'alarme et changé le code maître, invalidant celui que mon père utilisait depuis une décennie. Puis j'ai appelé un serrurier. Il était 21h30 un mardi, et le tarif d'urgence était exorbitant, mais je m'en fichais. Quand le fourgon est arrivé 40 minutes plus tard, le bruit de la perceuse grinçant dans la serrure de la porte d'entrée a été le son le plus réconfortant que j'ai jamais entendu. Mon père avait une clé. Élise avait une clé. À 22h30, ces clés n'étaient plus que de vulgaires morceaux de laiton. Pendant que le serrurier travaillait, la riposte a commencé. Mon téléphone a vibré contre la table, puis encore, puis il a commencé à vibrer continuellement, dansant sur le bois comme un insecte en colère. Appel entrant, maman. Appel entrant, Élise. Appel entrant, papa. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas refusé. Je les ai envoyés en messagerie vocale, où ils pouvaient laisser des messages toxiques que je me sentirais obligé d'écouter. J'ai juste laissé sonner jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Puis les textos ont commencé. Élise, tu te crois si intelligente. Tu viens d'endoctriner une vieille dame. Attends que le juge entende parler de ça. Maman, Vivian, décroche le téléphone. Ton père a des douleurs à la poitrine. S'il lui arrive quelque chose, c'est de ta faute. Papa, tu es un voleur. J'appelle la police pour un contrôle de bien-être. Tu la retiens en otage. Il menace un contrôle de bien-être, ai-je dit à mamie, lisant le texte sans émotion. Laisse-les, a dit mamie, sirotant une tasse de thé réchauffé. La police a le numéro de mon avocat, et je suis assise ici, buvant du Earl Grey. Les textes sont passés de la colère au marchandage, puis de nouveau à la rage. C'était une campagne de diffamation en temps réel. Élise a posté un selfie vague et pleurant sur Instagram avec une légende sur la maltraitance des aînés et la trahison familiale, en veillant à ne pas utiliser de noms mais en étant suffisamment spécifique pour que leur cercle social sache de qui il s'agissait.
ma mère a envoyé un long email à ma tante et à mon oncle, détaillant mon histoire d'instabilité et de cupidité. Dans le passé, j'aurais répliqué. J'aurais tapé des paragraphes pour me défendre, citant des dates et des faits, et essayant de gagner l'opinion publique. J'aurais crié dans le vide, désespéré d'être comprise. Mais ce soir, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Je n'avais pas besoin qu'ils comprennent. Je n'avais pas besoin qu'ils soient d'accord pour dire que j'étais une bonne personne. Je tenais les clés, littéralement et légalement. Vas-tu répondre ? A demandé mamie, me regardant faire défiler. Non, ai-je dit. J'ai ouvert le menu des paramètres de mon téléphone. J'ai appuyé sur bloquer l'appelant, papa. J'ai appuyé sur bloquer l'appelant, maman. J'ai appuyé sur bloquer l'appelant, Élise. J'ai fait la même chose sur le téléphone de mamie. Nous avons filtré son email pour que tout ce qui provenait de leurs adresses aille directement dans un dossier marqué épreuve, en contournant la boîte de réception. C'est tout ? A demandé mamie. C'est tout, ai-je dit. Nous documentons. Nous enregistrons les captures d'écran. Mais nous n'engageons pas. Toute réponse est du carburant. Nous coupons l'approvisionnement. Le silence dans la cuisine n'était plus lourd. Il était fortifié. Les nouvelles clés étaient sur la table, brillantes et pointues. Les murs numériques étaient dressés. J'ai réalisé alors que la vengeance ne consistait pas à les faire souffrir comme ils m'avaient fait souffrir. Il ne s'agissait pas de crier jusqu'à ce que ma gorge soit rauque ou de les faire admettre qu'ils avaient tort. Ils n'admettraient jamais qu'ils avaient tort. Ils iraient à leur tombe en se croyant les victimes d'une fille cruelle et d'une mère sénile. La vengeance, c'était leur refuser l'accès. La vengeance, c'était une limite sans porte. Je suis fatigué, Vivian, a dit mamie, la fatigue la submergeant finalement. Va te coucher, ai-je dit. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Je ne pars pas ce soir. Elle s'est levée, marchant vers le couloir. Elle s'est arrêtée à la porte et m'a regardé. Merci d'être resté. Je ne vais nulle part, ai-je promis. Elle est montée à l'étage et je suis resté seul dans la cuisine. J'ai regardé la neige commencer à tomber dehors, recouvrant les traces de pneus que mes parents avaient laissées dans l'allée. Le téléphone était silencieux. La maison était verrouillée. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas que l'autre sabot tombe. J'avais jeté les sabots dehors. J'ai lavé la vaisselle, les séché et rangé. Puis j'ai éteint les lumières, laissant la maison dans l'obscurité, en sécurité et bien. 3 semaines plus tard, le silence dans mon appartement était différent. Ce n'était plus le silence cher et fragile d'une attente. C'était le silence solide et ancré d'une fondation enfin stable. Je me suis assise à mon bureau, le soleil du matin coupant un rectangle net sur le plancher de bois franc. Mon téléphone était à côté de ma tasse de café, écran vers le haut. Notifications activées. Il a vibré occasionnellement, un email du travail, un texto d'un ami à propos d'un brunch. Mais le pic d'adrénaline qui accompagnait autrefois chaque vibration avait disparu. Le réflexe pavlovien d'appel numérique avait été brisé. Je ne me préparais plus à l'impact. Je vivais juste. La gravité de ma ville natale, ce trou noir qui avait tiré sur mes chevilles pendant une décennie, s'était finalement dissipé. Je n'étais plus piégé dans son orbite, j'étais un satellite qui avait réussi à briser l'atmosphère. L'héritage pour lequel ma famille s'était si férocement battue n'était pas une pile étincelante de lingots d'or ou un billet pour un style de vie de luxe. Dans la froide lumière de la réalité post-bataille, c'était simplement de la logistique. C'était la liberté traduite en feuilles de calcul. En tant que fiduciaire, mes premières actions n'ont pas été d'acheter des choses, mais d'effacer des soucis. J'ai utilisé l'autorité que mamie m'avait donnée pour mettre en place une infrastructure permanente automatisée pour ses soins. J'ai embauché une équipe d'aménagement paysager pour gérer l'entretien de la propriété que mon père avait utilisée comme levier de négociation. J'ai mis en place un compte de facturation directe avec un service de livraison d'épicerie locale, afin que ma mère ne puisse plus jamais critiquer le réfrigérateur vide de mamie. Pour moi, le changement était interne, mais il avait des échos pratiques. Mamie, maintenant pleinement en charge de ses biens et lucide quant à qui l'avait soutenu, a insisté pour équilibrer les plateaux. Elle m'a transféré une somme, pas une fortune, mais suffisamment. C'était des honoraires de consultation pour les heures de mise en place juridique, a-t-elle appelé cela, mais nous savions toutes les deux ce que c'était. C'était une taxe de sortie. J'ai remboursé mes prêts étudiants.
J'ai remboursé la carte de crédit que j'avais utilisée pour les réparations de voitures d'urgence. J'ai créé un fonds d'urgence, ce qui signifiait que je n'aurais jamais à demander de l'aide à personne. L'argent n'achetait pas le bonheur, il achetait l'absence de peur. Il achetait la capacité de dire non sans calculer le coût. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Sarah pour un café. C'était une collègue, quelqu'un que je connaissais depuis 2 ans, mais qui ne savait rien de la guerre que je venais de livrer. Elle s'est assise en face de moi, se plaignant gentiment de l'imprimante du 3e étage. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit, faisant une pause en plein milieu de sa phrase. « As-tu changé de routine de soins de la peau ? Tu as l'air reposée. »« J'ai dormi », ai-je dit. « Pour la première fois depuis longtemps. »« Tant mieux pour toi », a-t-elle souri, me tendant un scone qu'elle avait acheté. « Tu le mérites. » C'était une petite interaction, insignifiante dans le grand schéma de l'histoire, mais elle semblait monumentale. C'était ma communauté, pas les gens liés à moi par le sang et le traumatisme, mais les gens calmes et ordinaires qui se présentaient. Ma voisine, Madame Higgins, qui arrosait mes plantes quand j'étais parti et ne demandait jamais de curatelle. Mon ami Marc, qui m'a aidé à déménager un canapé et n'a demandé que de la pizza. C'étaient les témoins de ma vraie vie. Ils n'étaient pas des sauveurs, ils n'avaient pas besoin de l'être. Ils étaient juste constants. Ils offraient une stabilité qui ne venait pas avec un hameçon caché dans l'appât. Le samedi, je suis retourné à la maison de mamie. Le trajet ne m'induisait plus la nausée. Je ne répétais plus de discours défensifs. J'ai juste écouté un podcast et regardé les arbres flous défiler. La maison avait l'air la même, mais l'énergie avait changé. Les serrures étaient neuves, de lourdes serrures de haute qualité qui cliquetaient avec un poids satisfaisant. À l'intérieur, l'air était calme. L'énergie frénétique de la soirée du dîner avait été lavée. Mamie était dans la véranda, lisant un roman policier. Elle n'a pas sursauté quand je suis entré. Elle a juste levé les yeux et a souri. « Du thé ? » a-t-elle demandé. « Du café ?» ai-je dit. Nous nous sommes assises pendant des heures. Nous n'avons pas parlé de mes parents. Nous n'avons pas rejoué la trahison ou analysé la psychologie de la cupidité de ma sœur. Nous avons parlé du jardin. Nous avons parlé d'un livre qu'elle avait terminé. Nous avons parlé de mon travail. C'était ennuyeux. C'était banal. C'était parfait. La mauvaise chose, sa lâcheté, mon ressentiment, n'avait pas disparu, mais ce n'était plus le point central de la table. C'était juste une cicatrice, ancienne et s'estompant, une partie de l'histoire, mais pas du futur. Quand il a été temps de partir, je l'ai accompagné à la porte. « Tu vas bien ? » ai-je demandé, vérifiant le mécanisme de verrouillage une fois de plus par habitude. « Oui », a-t-elle dit. Elle a regardé l'allée, vide de toute voiture sauf la mienne. C'est calme. J'aime ça. Moi aussi, ai-je dit. Conduis prudemment, Vivian. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Le gravier crissait sous mes bottes. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres violettes sur la pelouse. Je suis entré, j'ai jeté mon sac sur le siège passager et j'ai démarré le moteur. Alors que je reculais dans l'allée, mon téléphone s'est connecté au Bluetooth de la voiture, la musique a baissé. Appel entrant, 555-0192-344. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais je connaissais l'indicatif régional. C'était l'ancien numéro fixe de ma maison d'enfance, celui que mes parents utilisaient encore. Ils essayaient de passer à travers les blocages en utilisant une ligne différente, en essayant de trouver une fissure dans le mur que j'avais construit. La sonnerie a rempli l'habitacle de la voiture. Forte et exigeante. Une semaine auparavant, mon cœur se serait arrêté. J'aurais ressenti l'attraction, la culpabilité, l'obligation terrifiante de m'expliquer. Je me serais demandé si c'était une urgence, si j'étais cruel, si je leur devais une dernière conversation. J'ai regardé l'écran. J'ai vu les chiffres. Je n'ai pas appuyé sur refuser. Je n'ai pas appuyé sur accepter. Je n'ai pas ressenti de pic de colère ni de vague de tristesse. J'ai juste senti que c'était terminé. Je me suis penché et j'ai tourné le bouton de volume vers le bas jusqu'à ce que la sonnerie ne soit plus qu'une faible pulsation rythmique en arrière-plan. Puis j'ai mis la voiture en marche. J'ai pris la route principale, les pneus fredonnant contre l'asphalte. J'ai regardé la maison disparaître dans le rétroviseur,
rétrécissant jusqu'à n'être plus qu'une tache blanche contre les arbres assombrissants. Le téléphone a fini par arrêter de sonner. La musique est revenue. J'ai continué à conduire, les yeux sur la route devant moi, me dirigeant fermement vers le silence que j'avais gagné. Et ainsi, Vivian a pris la route, laissant l'ombre de son passé s'estomper enfin dans le rétroviseur, trouvant la paix dans la frontière silencieuse qu'elle avait gagnée.